Alors on n'est que sur du maraîchage nous, donc on a 3 serres, vous avez pu prendre des photos tout à l'heure, vous allez en prendre, et après on a tout le reste en plein champ. Au total on a 2 hectares, et on a 3800 m² de serres abris non chauffées, donc tout ça en agriculture biologique. Alors on utilise des engrais organiques et du fumier pour nos cultures. Alors on produit la majorité de nos plants pour notre production, et les semences que nous utilisons sont à 90%, 95% des semences non hybrides, donc des variétés anciennes. On privilégie les variétés locales comme pour les tomates la Mendigoria par exemple, ou l'oignon du Rugne. Voilà. Je suis en cours d'installation avec Jean-Michel Urruti, avec qui vous avez dit. Donc je vais être chef d'entreprise, chef d'exploitation d'ici 2 mois. Le woofing, en fait, on en prend, ça fait 3 ans maintenant qu'on a adhéré au woofing. Les personnes viennent travailler 4 à 6 heures par jour sur l'exploitation, donc en général sur le matin. Et tout le reste de la journée, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent partir d'ici. Et en contrepartie, donc, ils sont nourris et logés dans un appartement. En fait, c'est une maison mitoyenne. Et une partie est dédiée aux woofers où ils ont totalement leur autonomie, cuisine, la salle de bain, salon, salle à manger. Tout ça, eux ils sont distincts des 2 agriculteurs qui travaillent ici. La différence, c'est qu'un salarié, donc il travaille pour nous, un woofer, il vient apprendre ce qu'est le métier et découvrir un métier. Donc on n'a aucun lien de subordination avec lui, on ne l'oblige à rien faire, on lui propose des activités, il nous aide dans notre quotidien, mais il n'est jamais... c'est pas comme un salarié, c'est différent. S'il n'aime pas faire... s'il veut partir, après on peut cumuler des journées entières, il travaille avec nous, le lendemain il ne travaille pas du tout. Voilà. C'est plus... on vit ensemble, on apprend, mais c'est différent. Alors, on a un circuit de commercialisation sur les marchés. Donc on fait 2 fois par semaine le marché de Biarritz, le mardi et le samedi matin. Le mercredi, donc, c'est la vente à la ferme. Le jeudi, c'est la vente en AMAP sur Asquin, on est. Et le vendredi soir, donc à la saison, en été, on est sur le marché de la Bastide de Clérance. Je m'appelle Antoine et en fait avec ma compagne nous produisons des légumes bio et aujourd'hui nous les livrons à une AMAP. Alors la charte bio en fait c'est un cahier des charges, c'est-à-dire c'est un certain nombre de critères pour produire les légumes. Et les 2 critères principaux c'est pas d'utilisation de pesticides de synthèse et pas d'utilisation d'engrais de synthèse. Ça veut dire qu'on va se restreindre à certains produits qui sont autorisés, et ils sont autorisés parce qu'ils sont peu nuisibles pour l'environnement. Alors l'association l'AMAP, c'est une AMAP déjà, ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et c'est en fait un groupe de consommateurs qui se réunit et qui fait appel à plusieurs producteurs pour avoir régulièrement des produits. Donc en fait, nous, notre logique, c'est pas de grossir et de devenir très très gros et d'en faire le plus possible, mais c'est de rester à un niveau là assez petit, qui est gérable, où on peut bien travailler et où on n'est pas dépassé par le travail. Voilà. Et d'en avoir suffisamment pour vivre, mais pas plus. Alors en fait, on a une logique, et c'est un peu ce qui fait que les AMAP marchent bien et que les gens sont contents, c'est on essaie de récolter au plus près de la livraison.
Donc ça veut dire qu'on a récolté pour les produits qui conservent bien hier et la plupart des produits frais on les a récoltés aujourd'hui, l'essentiel de la récolte. Tout se fait à la main, on n'a pas de récolte mécanique puisqu'on est sur une petite surface et du coup on a des produits qui sont frais, qui vont conserver longtemps et qui sont bons et qui sont bons pour la santé et bons pour bon goût. Alors, les produits sont bio. En fait, on s'est installé il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, et on a fait ce qu'on appelle une conversion bio. C'est-à-dire que pendant 2 ans, depuis le premier jour, on cultive selon le mode de l'agriculture bio. Donc pas de pesticides et pas des engrais organiques, pas d'engrais chimiques. Et on a une période de conversion de 2 ans, c'est-à-dire qu'en avril 2016, on devrait être certifié bio et 100% bio. Au moment où on est en conversion, même si depuis le début, pratiquement on utilise, on suit le cahier des charges bio. La distribution a lieu toutes les semaines. On vient en fait de 18h30 à 19h30 et les gens viennent quand ils veulent dans ce créneau-là chercher leur panier. La plupart des gens viennent et restent un petit peu. C'est aussi ça la logique de la MAP, c'est d'avoir un groupe. Il y a une idée de convivialité en fait, de venir chercher son panier de légumes, mais c'est pas que venir comme on irait au supermarché. C'est aussi faire partie d'un groupe, comprendre comment le producteur travaille, et puis se connaître et connaître les difficultés du producteur et savoir comment sont produits les légumes et donc est-ce que ça correspond bien aux critères éthiques ou de qualité de légumes que les gens cherchent. En général, on a en moyenne 6 légumes différents. On essaie d'équilibrer pour que les gens puissent cuisiner avec le panier, se faire peut-être pas tous les repas, mais la plupart des repas de la semaine. Et on essaie surtout d'une semaine sur l'autre de faire varier les paniers. À la fois que le panier de la semaine suivante ne ressemble pas trop au panier de la semaine précédente, pour que les gens ne se lassent pas. Et aussi, au fur et à mesure de la saisonnalité des légumes, on ajoute de nouveaux légumes. Pour aussi faire changer. La contrainte, c'est qu'on s'engage, c'est-à-dire que les gens nous payent à l'avance sur 6 mois. Donc ça veut dire que nous, on s'engage à produire les légumes sur 6 mois. Et si à un moment donné, parce qu'on a des cultures qui ne marchent pas trop, etc., on n'a plus de légumes, on est engagé, et les gens nous ont déjà payé, donc il faut qu'on livre le panier. Deux types de paniers, on a un panier à 10 € et un panier à 15 €. Le panier à 10 € correspond en gros à une famille, un couple, on va dire. Et le panier à 15 € à une famille de 4 personnes à peu près qui vont contacter les coordinateurs de la MAP. Et du coup, à chaque nouveau contrat qui ont lieu tous les 6 mois, on peut se rajouter à la liste des personnes qui... Alors, je suis Cécile Barrier, donc je suis consommatrice de la MAP de Bidart. Donc je viens récupérer les légumes toutes les semaines. Alors moi, dans les produits de la MAP, parce qu'il y a plusieurs produits, moi je prends uniquement les légumes et le fromage de chèvre. Après, il y a d'autres personnes qui prennent plus, mais moi je ne prends pas poulet ou miel, etc. Alors j'ai choisi la MAP parce que déjà je connaissais par ma famille. Ma mère est aussi dans une AMAP ailleurs. Et parce que je veux réduire les intermédiaires entre les produits et les consommateurs qui les consomment. Donc je trouvais cette formule intéressante parce qu'on passe directement du producteur au consommateur. Et en plus de ça, les produits sont en général cultivés dans une agriculture raisonnée. C'est pas obligatoirement bio. Enfin, après, il vous l'a peut-être dit Antoine, c'est pas obligatoirement bio. C'est juste, on évite tout ce qui est pesticides, mauvais traitements avec le sol, avec les animaux, etc. Donc ça m'intéressait parce que il y en a beaucoup ailleurs et c'est pas forcément bon ni pour nous ni pour la planète. Donc voilà, du coup c'est principalement pour ça que j'ai choisi la MAP. Donc ça c'est sûr que je suis entièrement satisfaite. Et toute la famille aussi. Alors Graines de Liberté, en fait je travaillais dans un centre de loisirs en fait, où je faisais un jardin. Voilà. Et donc j'avais proposé de faire ce projet, comme il y avait des espaces verts, autour du centre de loisirs. Mais le centre de loisirs n'était pas prêt à ce genre de démarche. Alors du coup, j'ai rassemblé quelques amis et on a monté l'association pour créer ces jardins.
3 ans, depuis 2012, octobre 2012. Et on avait commencé dans un lycée privé à Saint-Joseph. Et on avait juste des pots sur le balcon. Il n'y avait pas de projet, rien de particulier avec l'école, à part que c'était un atelier. La graine de liberté est à la fois des semences et à la fois des hommes. On travaille à la fois avec les graines, mais on ne fait pas que du jardin. On travaille aussi les jardins des êtres humains. Parce que nous aussi, on est comme des fleurs. Ça nous donne bien à manger, comme on a un bel environnement, on se développe pleinement. Alors du coup, la mairie, elle nous met à disposition des terrains. Ici, c'est un terrain de la mairie sur une école. Donc là, le projet, il est avec une école, qui est un projet autour de l'environnement, l'école Jean-Pierre Brana. Et le terrain est mis à disposition, on nous a autorisé à mettre une serre pour produire nos plants. Et donc garder nos semences et reproduire nos plants. Ensuite, on a eu un jardin aussi qui a été mis à disposition avec un terrain dont on est responsable, qui est aux résidences Breuer, là-haut, dans le cadre d'un projet avec la politique de la ville. Ça a été assez simple, parce que les conditions sont là. Je ne parlerai pas, il y en a qui diraient que c'est une mode, mais ce n'est pas une mode, c'est quelque chose de profond, qui pourrait changer notre manière de vivre ensemble et de produire. Donc, ça correspond à un besoin, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en faisant un jardin ensemble, c'est des valeurs qui se sont un peu perdues. Des valeurs de partage, d'échanger, de gratuité, de faire les choses sans forcément avoir un intérêt au bout, prendre le temps d'être ensemble, puis de rien faire aussi. Toutes ces choses-là. On apprend aussi avec les enfants le calme, à marcher un peu sur la terre et pas que dans sa tête, avoir un peu conscience de ce qu'on met les pieds, ne pas écraser les légumes, les insectes, un peu attention. Quand on arrive au jardin, on fait attention. Alors on court partout là-bas, puis ici ils apprennent la concentration, voilà, on respire aussi au jardin, on contemple, on fait aussi rien, apprendre à ne rien faire, tout ça c'est des choses qui sont importantes pour nous. Alors une pyramide à fraise, ça va être, tu fais un bac comme ça, tu remplis de terre jusqu'ici, après tu mets un autre petit bac ici, tu en mets un troisième et un quatrième, et ça te fait une fontaine à fraises, tu mets des fraises, et tu as des fraises de différentes variétés, et comme ça après on aura une fontaine à fraises. Gros truc de fraises. Après ils se serviront les gamins. Et en plus il va y avoir Freddy des cassis, et là il y a un arbousier. Là, il y a les groseilles, il y a encore, les framboisiers, enfin celui-là quoi. Ça c'est il y a le pommier qui va arriver, je vais faire des conditionner. Là ça a des coins, ça va sortir de coins. Ils ont eu un peu froid, parce qu'avec le réchauffement de la planète, ils n'apprécient pas trop. Ils ont un peu eu un coup de froid après être sortis. Ça aussi. Ils sont sortis trop tôt. Là, ils sortent, ici, comme il faisait chaud, tous les trucs sont sortis, et après il a fait froid. Comme c'est des bébés, ils n'aiment pas trop. Quoi. Ils ont un peu souffert. Donc nous on propose autre chose, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour les jardins familiaux, pour des jardins individuels. Mais nous, on a proposé de faire des jardins collectifs. Donc, ici, il n'y a pas de parcelle individuelle. On participe tous ensemble, on partage, c'est notre esprit. C'est très bien que ça existe aussi des parcelles individuelles hein, pour tout le monde. Mais voilà. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie,
d'autres formes d'éducation, de démocratie. Il faut enquêter sur leurs solutions pour changer le monde de demain et donner envie de faire mieux. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Seulement, l'éducation d'aujourd'hui est-elle le seul modèle pour demain? Nous avons pris notre caméra pour filmer une actrice d'un modèle éducatif alternatif méconnu et nous allons vous raconter son histoire et celle de ses enfants et vous présenter la stratégie et les principes de cette pédagogie non conventionnelle avec les enfants de la ruche de l'école Montessori d'Amblette. J'ai commencé à me former à la pédagogie Montessori pour arriver à répondre aux besoins de chacun des enfants. Et la raison pour laquelle moi j'ai choisi ce système d'éducation, c'est que c'est un système qui s'adapte à chaque enfant et qui travaille au rythme de chacun et avec les besoins de chacun. Une éducation basée sur la pédagogie Montessori, qui est en plus en 2 langues, en français et en anglais. French, English, French, English, French, English. Chaque enfant est unique, a sa propre personnalité, son propre rythme de vie, ses propres qualités et difficultés. Maria Montessori a donc développé sa méthode éducative pour s'adapter aux différents moments d'apprentissage de l'enfant. Les activités et l'environnement sont donc un moyen d'éveiller les sens, établir des relations sociales, de développer le langage et de répondre à toutes les périodes dites sensibles de l'enfant. Et nous avons rencontré un ancien élève de la pédagogie Montessori. En école Montessori. Ce type d'éducation m'a permis de mettre en place de nouvelles méthodes de travail ou des modes de travail différents que j'aurais pas pu apprendre dans une éducation plus classique. Parce qu'on travaille plus le tactile et ça, je pense pas que ça existe dans l'éducation classique. On travaille ce qui est social, ce qui est émotionnel, ce qui est cognitif. On travaille la totalité et le développement de l'être dans sa globalité, ce qui est un peu différent des écoles traditionnelles. Ce que ça apporte de plus, c'est qu'il n'y a pas de barrière non plus entre les uns. Donc l'enfant progresse vraiment à son rythme, dans un univers qui est pour lui rassurant, qui est connu et qui est stimulant. Il y a beaucoup de travaux que l'enfant peut faire. Il a de quoi progresser pendant un cycle de 3 ans ou plus, parce qu'il n'y a pas de borne entre les classes, pas de rupture entre les classes. Ce que ça apporte aussi de différent, c'est la confiance que l'enfant développe, la confiance en lui-même, l'autonomie aussi de son travail et la notion du respect que l'adulte lui porte. On lui fait toujours confiance. On a confiance en son développement et en sa capacité à faire. Donc les frais de fonctionnement de l'école sont entièrement couverts par les frais de scolarité des enfants. C'est la raison pour laquelle on a des frais de scolarité qui sont relativement élevés. Donc le modèle économique, il est fragile sur des écoles comme ça, parce qu'on n'a pas de subvention et pas d'aide aujourd'hui, et qu'en France, les parents n'ont pas l'habitude de faire des choix économiques sur leur budget pour l'éducation de leurs enfants, et que par ailleurs, ils payent dans leurs impôts une part pour l'éducation aussi, qu'ils ne récupèrent pas quand ils choisissent une école comme ça. Ça dépend un petit peu à quel âge l'enfant rejoint un autre système et ça dépend aussi comment il y a été préparé. Parce que tout changement se prépare. Passer d'une grande section Montessori à un CP traditionnel, ça se prépare. De la même façon, passer d'un CM2 Montessori à la 6e, qu'elle soit Montessori ou traditionnelle, ça se prépare. Donc on prépare les enfants avant. Par ailleurs, en général, les enfants qui viennent d'une école Montessori, ils ont gagné beaucoup d'autonomie, qui les aide dans n'importe quel type d'éducation. Ils ont gagné une confiance en eux et une très bonne connaissance d'eux-mêmes. Ils savent là où ils sont bons, là où ils sont moins bons, ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles. Et ça, c'est un énorme atout pour aborder n'importe quel type d'éducation. Et ce sont des enfants aussi qui, en général, ont un éveil particulier. C'est-à-dire ce sont des enfants qui ont su s'intéresser à beaucoup de domaines différents, qui ont su mener des recherches par eux-mêmes, et ça les aide aussi beaucoup dans tous les systèmes d'éducation. Donc en général, ça se passe plutôt bien.
un peu au début, parce que c'est pas du tout les mêmes méthodes de travail. On est beaucoup plus libre dans l'enseignement Montessori. On peut choisir ce qu'on veut faire, alors que dans l'enseignement traditionnel, on nous dit ce qu'on doit faire. Donc j'en ai un peu souffert au début, j'ai eu un peu peur, et puis après ça a été mieux. Je me suis habitué. La pédagogie Montessori est universelle. Les 68 écoles françaises ont adopté une instruction de liberté, mais régie par de nombreuses règles. Pour les enfants de la ruche d'Anglet de 3 à 9 ans, l'école a ouvert ses portes depuis 4 années. Ce modèle datant de 1907, bien qu'ancien, reste novateur et continue à faire des erreurs. Cependant, son modèle économique reste le principal handicap à son plus large développement, bien que les relations familiales parents-enfants d'aujourd'hui constituent un terreau plus favorable à son expansion au début du XXe siècle. Le premier exemple d'action, j'ai choisi de vous conduire d'abord ici, devant cet hôtel à insectes. Vous avez pu constater, vous lycéens, que depuis 2 ans maintenant, des collégiens ont fabriqué des espaces un peu particuliers qui sont là tout simplement pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul à occuper cet espace. Il n'y a pas que des élèves, des profs, des adultes dans l'établissement, il y a aussi une biodiversité qui est là, des insectes. Derrière vous aussi, vous avez une spirale à insectes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais de l'autre côté, là-bas, derrière le mur, il y a une marque pédagogique, il y a une cabane à hérissons, il y a un nichoir à oiseaux ou à chauves-souris. Voilà, un premier exemple de réalisation dans l'établissement. Donc là, on vous demande juste de respecter ce lieu, c'est voilà, un objectif, et de constater que vous n'êtes pas seul à y vivre. Par contre, vous avez d'autres choses où là, c'est pas que du constat qu'on vous demande, mais de l'action très concrète et très ponctuelle. Donc, je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qui se fait du côté du tri des papiers. Nous avons aussi créé cette année ce qu'on appelle les éco-délégués. Je pense que dans vos classes, certains se sont sentis un petit peu concernés par cela, qui sont pour nous des relais pour les actions qu'on essaye de mener. Vous parliez d'objectifs de l'agenda 21. Ici, il y a un deuxième objectif très concret. Vous, élèves, vous avez vos missions à accomplir. C'est le tri des papiers. Toutes les salles de classe de l'établissement, tous les bureaux de l'établissement ont été équipés de ces poubelles-là, avec notamment un récipient pour accueillir le papier que vous souhaitez jeter parce qu'il a déjà été utilisé. L'objectif est de recycler ce papier. Donc on a négocié avec la communauté d'agglomération de Bayonne une benne à papier qui se trouve près des cuisines de l'Argenté. Et on a souhaité que les élèves, vous soyez acteurs, que ce ne soit pas uniquement le personnel de ménage qui s'occupe de ce tri, de cette collecte des papiers. D'où la responsabilité dans chaque classe de venir vider cette poubelle à papier. Et puis je crois qu'il faut que vous soyez les acteurs des bonnes pratiques et du respect on va dire, des procédures pour que ça se passe bien. Je vous rappelle que le papier, ça se recycle, que le papier, c'est des arbres, que les arbres, c'est de l'oxygène et que donc, voilà, à notre mesure, on peut participer à cet équilibre, à ce respect de l'équilibre pour notre planète. Que les élèves aussi soient impliqués, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc pour ça, on a travaillé avec la société de restauration pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme type d'action. Donc ça a été par exemple l'installation ici d'une table de tri. Jusque l'an dernier, vous ne triez pas l'ensemble de votre plateau. Désormais, l'ensemble est trié avec une séparation entre les emballages alimentaires, le pain et les déchets alimentaires. Voilà. Ça, c'est un premier type d'action. L'autre type d'action avec la société de restauration, on s'est dit pour qu'on gaspille moins, c'est essayer de travailler aussi sur la qualité de ce que l'on donne à manger, ce que l'on propose à manger à nos élèves, mais aussi sur une meilleure gestion des quantités. Donc ça, on a un chef qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de repas, un minimum de repas non consommés en calculant au plus près le nombre de personnes qui viendront manger au self. Là, actuellement, on n'a pas calculé le nombre de déchets en termes de kilos. On pourrait le faire, mais on ne s'est pas donné les moyens de le faire. On va, dans les prochains jours, calculer le nombre de kilos de pain qui sont gaspillés. On va installer ce qu'on appelle un gâchimètre. Et vous pourrez voir, au fur et à mesure, au fil des jours, si vous avez été
si vous avez progressé dans un moindre gaspillage du pain. Ici, par contre, ce qu'on sait, c'est que grâce à un broyeur de déchets alimentaires, on a réduit à peu près par 4 le volume de ce que l'on jette en termes de déchets au niveau des poubelles. Donc en 4, donc ça veut dire que ça fait quelques économies pour nous, puisqu'on paye, bien sûr, vous le savez sans doute, les ordures sont payées aussi sur la quantité que l'on fait enlever, et donc on a réduit le nombre par 4 grâce à ce broyeur, qui a eu un coût aussi pour l'établissement, et qui vient dans un équipement complet, table de tri, déchets broyés ici, mais aussi un nouveau lave-vaisselle. Ça vous paraît peut-être anodin, mais ce lave-vaisselle consomme beaucoup moins d'eau et d'électricité que le précédent. Donc là aussi, on essaie d'être vertueux, d'être économe par rapport aux énergies que l'on va consommer. Dans le cas de l'agenda 21, des nouveaux aménagements, il y a 2 pistes qui sont en réflexion, mais pas plus avancées que ça. L'une peut-être un peu plus que l'autre. Une piste, c'est un souhait du groupe, on va dire Agenda 21, c'est quand on fait des voyages, vous savez qu'on émet du gaz carbonique par les bus, par les moyens de transport qu'on utilise, c'est essayer un peu de réparer ça et de se dire, en plantant des arbres, on va contribuer à compenser notre CO2. Donc voilà, ça c'est une idée que l'on aimerait creuser, comment on peut aller dans ce sens-là. Deuxième piste, moi, que je souhaiterais que l'on travaille, c'est tout ce qui est déperdition d'énergie, isolation. Je crois qu'on a des progrès à faire de ce côté-là. On n'est pas forcément avec des bâtiments bien isolés. Je vois aussi beaucoup de portes ouvertes en plein mois de février, de l'énergie qui va vers l'extérieur. Donc tout ça, je crois qu'on a, vous et nous, des progrès à faire de ce côté-là. Voilà un petit peu peut-être les pistes à aborder. Isolation et puis espace vert. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise Notox? Oui, alors l'entreprise Notox a été créée en juin 2009 à Anglette, ici, dans le 64, là où on a notre atelier de fabrication. Donc c'est une entreprise qui a été créée par 3 associés. Voilà, et l'objet c'est la fabrication de planches de surf écologiques comme les modèles qu'on voit derrière nous. Donc quand et comment l'idée de fabriquer des planches en fibre de lin s'est venue? Alors l'idée nous est venue en 2005-2006, quand en fait on a visité des ateliers de fabrication de planches traditionnelles et on s'est rendu compte des conditions dans lesquelles ces planches étaient fabriquées, donc avec des artisans qui étaient exposés à des substances assez dangereuses et qui risquaient leur santé à les fabriquer. Et également quand on a compris que tous les déchets de fabrication étaient très très mal gérés et souvent même jetés en déchetterie alors qu'on n'avait rien à y faire. Donc l'idée nous est venue de là, comment arriver à trouver de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de fabrication pour essayer de limiter à la fois l'impact sur la santé des artisans et l'impact sur l'environnement en traitant les déchets de la meilleure manière possible et surtout en faisant en sorte que les déchets ne soient pas dangereux. Ce qui est le cas sur les planches en fibre de lin. Donc en fait on arrive vraiment à réduire l'impact déjà environnemental de facteur 6. Et ensuite, dans l'atelier, avec tout ce qu'on a mis en place en termes de ventilation, d'ergonomie, pour améliorer la qualité de travail des employés, on réduit aussi également énormément le risque sanitaire pour nous. La fabrication de ces planches nécessite-t-elle un coût supplémentaire? Alors aujourd'hui, le coût, on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus maîtrisé possible. Donc, quand on a commencé l'entreprise, effectivement les planches étaient plus chères parce que ces matériaux n'étaient pas très répandus, donc en fait ça nous coûtait vraiment beaucoup plus cher à approvisionner et on passait beaucoup de temps à faire les planches. Donc ça c'était en 2010 on va dire, et pendant 5 ans on a vraiment travaillé énormément à trouver ces matériaux par des filières qui étaient moins chères que les premières qu'on avait trouvées, toujours en localité, toujours en France, mais un peu moins cher. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur les procédés de fabrication pour faire en sorte qu'on passe moins de temps à fabriquer les planches. Avez-vous rencontré des difficultés dans la création de l'entreprise? Oui, comme dans toutes les créations d'entreprise, c'est jamais simple. Il y a pas mal d'argent à mobiliser, déjà d'argent personnel, pour arriver ne serait-ce à créer l'environnement de travail, l'atelier. Donc
c'est déjà des efforts qui sont un personnel très important. Énormément de temps à y consacrer. Donc, honnêtement, ça fait vraiment 5 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Donc c'est quand même des trucs qu'il faut savoir. Après, c'est d'un côté quand même qui est très satisfaisant dans le sens où si l'entreprise fonctionne, déjà on crée des emplois. Alors même si c'est pas énorme, mais c'est vrai que la première fois qu'on crée un emploi, c'est quand même sympa. Parce qu'on se dit que ce qu'on fait, ça permet aux personnes de travailler. Donc c'est déjà pas mal. Et après, on a aussi la liberté de faire ce qu'on a envie en suivant une idée qu'on peut avoir. Et des subventions sont-elles prévues pour soutenir ces entreprises? Alors, des subventions, donc il y a des subventions pour l'aide à la création d'entreprises de production, donc ça c'est des subventions régionales. Après, il y a aussi des subventions type aide aux innovations. Donc nous, on a eu ces deux premières-là. Et ensuite, il y a pas mal de subventions sur la partie environnementale, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on est vraiment dans le fonctionnement courant de l'entreprise, on a tellement de travail à faire que s'occuper de monter les dossiers pour obtenir une subvention, en fait, on n'a plus le temps. Donc c'est quand même très dommage parce que du coup, on passe à côté de tout un tas d'aides qui pourraient nous être très utiles et je pense auxquelles on pourrait avoir droit parce que voilà, on est en plein dans la cible de ce qui est recherché aujourd'hui. C'est améliorer les conditions de travail, améliorer l'environnement, améliorer les produits, etc. Mais aujourd'hui, c'est tellement chronophage qu'en fait, on ne peut plus monter tous ces outils. Tout à l'heure, vous nous parliez de personnes qui dépendaient de cette entreprise. Aujourd'hui, combien y a-t-il de salariés? Alors aujourd'hui, on est 4 à travailler dans l'entreprise. Donc il y a 2 salariés, donc, Laurent qui est technicien de production, Lucas qui est commercial, et Benoît qui est mon associé qui travaille à la gestion de la production, l'approvisionnement et la relation avec les shippers. Et moi qui travaille dans l'entreprise, mais aujourd'hui je ne suis pas salarié, je suis ce qu'on appelle TNS, donc c'est travailleur non salarié. C'est le statut des dirigeants, souvent, c'est en fait on va dire rémunéré au résultat. Si l'entreprise ne fait pas de résultat, on va travailler bénévolement. Et si l'entreprise fait du résultat, on récupère au moins une petite partie de ce qui a été dégagé sur l'année. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup travaillé bénévolement en fait. Et avez-vous de nouveaux projets pour le futur? Alors, des projets, on en a quelques-uns, effectivement. Il y en a déjà un qui s'est concrétisé entre fin d'année dernière et cette année. C'est les planches de kite, enfin même des planches de surf kite. C'est des planches de kite directionnelles, c'est-à-dire qui ressemblent à des planches de surf. Et on a mis au point une technique de composite qui est beaucoup plus renforcée que sur les planches traditionnelles. Donc là, sur le dessus, on n'utilise plus du lin, on utilise du liège, ce qui permet en fait d'avoir le fond de la planche qui est vraiment extrêmement résistant. Donc ça, c'est une récente nouveauté, on va dire. Et ensuite, on a dans les cartons également une gamme de planches écoles qu'on est en train de mettre au point. Où là, on va essayer de viser soit le marché du débutant intermédiaire, ou alors le marché de la deuxième planche d'été, pour ceux qui n'ont pas envie de trop s'embêter avec une planche qui pourrait être fragile, c'est la planche facile, on ne se prend pas la tête. Voilà, on va surfer. Est-ce que vous pensez que vous puissiez être un exemple à suivre pour d'autres entreprises? Ça, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que ce qu'on fait va dans la bonne direction. On est aussi conscient de nos limites et des contraintes qui sont liées à ce qu'on fait. Ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Faire tout ce qu'on fait, c'est compliqué. Ça demande quand même pas mal d'argent, même si on essaie de faire en sorte que les produits sortent au même prix. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire des efforts et à envisager les modèles économiques différents. Nous, on a décidé de se projeter un peu plus loin, de se dire que à l'avenir, sûrement que la production et la consommation telles qu'elles aujourd'hui seront différentes.
On va chercher à plutôt favoriser quelque chose de plus environnemental et également quelque chose de plus éthique au niveau des travailleurs. Mais c'est quelque chose qui nécessite d'attendre. Donc aujourd'hui, on se focalise là-dessus, on limite, on va dire, la rentabilité de l'entreprise, parce qu'on investit beaucoup dans cette voie-là. Donc aujourd'hui, on fait des efforts en espérant que ça paye à l'avenir. Donc est-ce qu'on a un exemple comme ça? Je ne sais pas. Déjà et à toutes, en priorité, donc Didier Mézières, je suis responsable de la société Nature et Eau, et en fait auto-entrepreneur, et je distribue au niveau des particuliers tout ce qui est énergie renouvelable pour le confort de l'habitat. Ça se résume à 3 grands pôles en fait. Les énergies qui vont servir à être utilisées donc pour le chauffage de la maison, et tout ce qui va être photovoltaïque pour créer de l'énergie, dans un premier temps revendu à EDF, puisque EDF nous permet d'avoir des contrats aidés pour revendre cette énergie. Alors les gros avantages en fait de tout ce qui est énergie renouvelable, c'est que l'on utilise un fluide frigorigène dans un circuit qui est totalement hermétique, et on va aller puiser de l'énergie dans la terre qui va se renouveler. En rafraîchissant la terre, quand on va aller puiser de l'énergie dans la terre, petit à petit, elle va se régénérer et se réchauffer. Donc c'est une énergie qui est totalement inépuisable. L'air, bien évidemment, c'est exactement la même chose. Il fait plus froid la nuit, par exemple, ou tôt le matin, mais dans la journée, l'air se réchauffe et on peut récupérer cette énergie totalement, gratuitement et de façon totalement inépuisable. L'eau est exactement la même chose. L'eau est toujours à température plus élevée que l'air, et donc on va pouvoir récupérer de l'énergie tout au long de l'année et tout au long de l'hiver, bien évidemment. Et il n'y a strictement aucun risque, puisqu'on ne fait pas passer d'énergie dans l'eau, dans l'air. On ne fait que puiser les calories qui se trouvent à l'intérieur de ces éléments naturels. Toutes les maisons, qu'elles soient construites, donc anciennes, ou toutes les maisons à construire, sont potentiellement équipables en énergie renouvelable, soit en panneaux photovoltaïques, soit en aérothermie, géothermie. Ce devrait être un raisonnement et une solution qui devrait être étudiée par tout propriétaire pour pouvoir faire des économies et aller dans le sens effectivement de la non-consommation du pétrole. En préambule aux énergies renouvelables et au développement durable, il faut savoir et avoir à l'esprit que le premier kilowatt économisé est celui que l'on ne consomme pas. Ça paraît être une petite phrase anodine, mais la priorité dans une maison est d'isoler sa maison. Elle sera d'autant plus facile à chauffer. Et si elle est facile à chauffer, c'est 1 kilowatt que l'on va économiser naturellement sans s'en rendre compte. Priorité au niveau des énergies renouvelables, toutes les maisons que j'installe sont des maisons particulières, et au niveau des économies, il faut savoir que 1 kilowatt donc acheté en électricité restitue, on va dire, 4 kilowatts de chauffage. Donc vous avez 3/4 de l'énergie nécessaire à votre chauffage qui est totalement gratuit. Il est malheureusement reconnu que cette production de kilowattheures générée donc par ces panneaux photovoltaïques à titre personnel ne suffit pas à la consommation d'une maison équipée malheureusement de matériel électrique tel les réfrigérateurs, la télévision et tout ce qui peut être aspirateur, machine à laver. Donc ça ne peut être qu'une fabrication ponctuelle pour une réinjection dans le réseau électrique. En ce qui concerne donc les panneaux photovoltaïques, EDF a eu une politique générale très intéressante il y a quelques années pour favoriser l'installation de panneaux photovoltaïques sur les maisons d'habitation particulières, avec un prix de rachat du kilowatt qui était fabriqué par cette installation de panneaux photovoltaïques à un prix très très intéressant. Par contre, depuis quelques années, de grands champs photovoltaïques sont réalisés dans des terrains non constructibles et dans la campagne, par exemple dans les Landes, où on peut trouver des hectares de panneaux photovoltaïques qui, eux, fabriquent énormément de kilowattheures et qui sont réinjectés directement dans le réseau EDF. Il serait bon que l'État, en plus de ces panneaux photovoltaïques, se dirige vers l'éolien marin, puisque l'éolien marin ne va déranger personne, va être sujet à de grands coups de vent et à une production énergétique très importante, et en plus de ça, générer des endroits susceptibles d'abriter des frayères à poissons et donc
d'aller dans le développement durable plus que dans l'énergie. On va aller générer la possibilité de créer une vie aquatique pour faciliter donc le renouvellement des espèces. Ça, c'est pour moi quelque chose que le gouvernement devrait mettre en place, mais c'est une volonté politique et le petit acteur que je suis n'a absolument pas moyen de pression. Donc, je m'appelle Simon Falgaron, je suis étudiant en 3e année ici à l'ESTIA et ça fait 3 ans que je dirige le projet de eMotion Motor, dont j'ai créé ma société et dont le but est la création de jet ski entièrement électrique. D'accord. Donc tout d'abord, merci votre présence ici et nous avons plusieurs questions pour vous. Donc tout d'abord, d'où vient votre idée des jet skis électriques? Alors déjà, à l'origine c'était pas électrique, on est parti en première année à l'ESTIA, moi ça fait maintenant des années et des années que je suis dans le milieu du jet. Donc ça fait depuis que j'ai 6 ans que je fais du jet, j'ai fait pas mal de courses. J'ai fait pas mal de tours du sujet, mes parents aussi sont dans le jet, ils louent des jet skis. Et donc au début l'idée c'est juste de faire un jet ski un peu comme on en trouve, surtout destiné à la compétition. Et on a eu le déclic un jour de se dire qu'avec tout ce qui se faisait électrique, pour un peu économiser des matériaux fossiles, on s'est dit pourquoi pas faire un jet électrique. Et c'est parti de là, et on a poussé, on a vu que ça pouvait marcher, on a continué là-dedans. D'accord. Ensuite, quels ont été les moyens de conception de ce jet ski? Alors, les moyens de conception, au début on est parti d'une idée déjà, de ce qu'on voulait faire, on avait une petite idée en tête, et après on a tout fait sur ordinateur, donc avec des logiciels spécialisés. On a utilisé Katia, c'est un logiciel qui est développé par Dassault Systèmes. Okay. Donc eux s'en servent pour faire des avions, nous on s'en sert pour faire des jet skis. Ouais. Mais on a entièrement fait sur ordinateur avant de commencer à le faire en vrai, parce que c'était une première étape de validation de ce qu'on faisait. Ok. Donc qu'est-ce que ce jet ski pourrait apporter au niveau économique et écologique? Alors déjà il faut enlever un préjugé, premièrement qui est vrai dans certains cas, c'est dire que les véhicules électriques polluent plus que les véhicules thermiques. Alors dans certains cas c'est vrai, parce qu'on a de très gros problèmes au niveau du recyclage des batteries, ça demande énormément d'énergie à fabriquer. Et donc si on regarde juste la chaîne fabrication-destruction, le thermique dans tous les cas sera plus écologique. Nous on se différencie parce que on a l'électrique déjà, mais en plus parce qu'on a une durée de vie de notre produit qui est supérieure au thermique. Okay. Et donc on fait notre rapport écologique sur l'utilisation. À l'utilisation on est beaucoup plus économique, déjà au niveau argent pour les utilisateurs, et en plus écologique par rapport aux ressources qu'on utilise. Okay. Donc ça c'est important. Ouais. Ensuite, il faut savoir que dans le marché qu'on vise nous, on vise le marché de la location. Donc c'est des gens qui louent des jet skis comme on peut en voir dans pas mal de stations balnéaires. Ouais. Et eux ont un rapport en moyenne de 4 500 € d'essence par an par jet. Donc sur une flotte moyenne, c'est à peu près 1000 litres d'essence par jour. Ouais. Donc déjà, on se rend compte que c'est énormément d'essence. Ouais, voilà, en savoir qu'un moteur thermique a un rendement d'à peu près 40%. Donc ça veut dire que toute l'essence qu'on va mettre dedans, en fait, on va utiliser que 40% pour la propulsion, tout le reste va partir en chaleur. Alors que sur l'électrique, on a des rendements de 95% et des consommations qui sont inférieures. Donc déjà sur la durée, on arrive à rattraper un peu sur ça. Et l'avantage aussi, c'est que nos produits durent plus longtemps que le thermique. Okay. On double la durée de vie, et donc on enlève encore un petit peu cette dose qu'on met à la création et à la destruction du jet ski. Et ensuite, on parlait justement du prix de l'essence pour les loueurs. Donc en ce moment, c'est entre 4 000 et 4 500 € d'essence par an par jet. Nous, on serait à 270 € d'électricité par an par jet. Donc là, c'est du point de vue utilisateur, c'est l'économie financière est tout simplement énorme. Ouais. Donc ensuite, quel serait du coup le prix envisagé de votre jet ski? Alors dans le prix, pareil, on va distinguer deux choses. Actuellement, on est en phase de pré-développement, donc on fait des modèles qui sont plus des prototypes version 2 que vraiment des machines produites en série. On fabrique encore à la main et à l'unité. Ouais. Donc on a un prix qui est relativement élevé. On est sur un prix où si on devait vendre le jet complet, on vendrait 20 000 € hors taxe. Donc c'est assez cher même pour les professionnels du milieu. Et donc on a une autre option, en fait on ne vend pas les jet skis actuellement, on vend le jet ski sans les batteries. Et donc on propose des contrats de location pour les batteries et le chargeur. Et donc on est sur le prix en 11 000 € hors taxe, et après on loue les batteries 3 000 € par mois. Donc c'est à dire que sur 4 ans c'est largement amorti par rapport au thermique, surtout qu'il aurait fallu 2 thermiques alors qu'on en a un seul électrique. Mais déjà dans la première version on est économique. Ensuite le but c'est de faire de la série, donc parce que plus on produit en quantité, et plus on pourra baisser les prix, surtout les prix de production, et faire plus de marge. Et du coup, donc on est dans cette phase-là où on va rentrer en levée de fonds en octobre. Donc une levée de fonds qui est là pour faire rentrer des investisseurs
de pouvoir financer justement cette série. Et on serait sur des prix de vente entre 14 et 15 000 euros, tout compris. Ok. Ou des prix sans les batteries de 8 000 euros, avec une location de batterie à côté. D'accord. Et là, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Donc ensuite, quand est-ce que vous pensez que la J6 sera prêt à la vente? Les premiers modèles sont prêts pour cet été. On a déjà des commandes pour cet été, sur vraiment les premiers modèles, donc c'est toujours pareil, un peu un modèle artisanal. Ouais. Et ensuite, donc, la levée de fonds commencera en octobre. Elle va s'étaler sur 1 an à peu près, je pense, pour avoir assez de fonds. Et donc la première série devrait être disponible pour l'été 2018. D'accord. Voilà, ça nous projette encore à 2 ans devant. Pour le premier modèle vraiment série. D'accord. Donc merci beaucoup à vous de nous avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Donc le SCO est la monnaie locale du Pays Basque. Cette monnaie a été lancée il y a 3 ans maintenant. Elle se présente sous la forme physique donc, de 5 billets qui fonctionnent selon l'équivalence 1 euro égale 1 SCO. Et il existe donc des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 SCO. On poursuit 3 objectifs essentiels. Le premier est celui que l'on va appeler de relocalisation de l'activité, c'est-à-dire favoriser au maximum les productions locales. Le deuxième objectif de l'ESCO est d'encourager des pratiques plus écologiques et plus solidaires au sein de son réseau d'utilisateurs particuliers, associations et professionnels acceptant donc l'ESCO comme mode de paiement. Et le troisième objectif de notre monnaie locale est la promotion de l'usage public de la langue basque. Que 3 grandes familles d'utilisateurs. La première, eh bien, il s'agit de l'utilisateur particulier, sans lequel rien ne serait possible. Donc cet adhérent particulier, qui peut être l'une d'entre nous, va aller adhérer à l'ESCO via l'un des 30 bureaux de change de Euskal Moneta ou via Internet, pour un montant annuel compris entre 5 et 20 euros ou ESCO ou au-delà. Au moment de son adhésion, le particulier va désigner une association locale à parrainer. Dès lors que cette association aura recueilli 30 parrains, elle recevra sous forme de don 3% donc des changes effectués dans un bureau de change par ses parrains. Donc, deuxième famille d'utilisateurs particulièrement importante, les associations locales qui vont adhérer à l'ESCO parce qu'elles se retrouvent dans les objectifs que l'on a évoqués tout à l'heure, mais aussi parce qu'il s'agit là, parce qu'avec l'ESCO, elles vont trouver un moyen de financement complémentaire ou une source de revenus complémentaire. Et troisième famille d'utilisateurs, enfin, sans qui rien ne serait possible, c'est bien sûr le réseau ESCO des professionnels, c'est-à-dire des commerçants, professions libérales, services, producteurs paysans, qui vont accepter l'ESCO comme mode de paiement de la part de leurs clients. Bonjour, je m'appelle Justin, je suis patron du Fandango à Bayonne. Donc je suis bureau de change ESCO, et sur Bartava Presse aussi. En moyenne, j'ai environ 10% de clients qui utilisent l'ESCO, uniquement que sur le bar. Donc c'est uniquement pour la monnaie locale, pour le travail local. Exactement, c'est déjà le but. C'est un exemple. Moi, tous les ESCO que je récupère, avec ça, je pourrais acheter des bières chez des revendeurs du coin. Et du coup, cet argent-là va tourner autour de nous, au lieu d'aller l'acheter par exemple dans un grand magasin qui ne prend pas l'ESCO. Bien sûr, c'est une voie très positive, déjà en plus du bureau de change, donc, qui permet aussi donc, de faire tous les retraits pour les clients. Donc ça permet aussi de pouvoir amener plus de monde au bar et donc aussi une plus grande activité. D'accord.
Donc le bureau de change, ça permet aussi donc sur le Haut-Bayonne, donc ça nous fait environ entre 1500 et 2000 chevaux semaine de retrait. Donc ça montre qu'il y a quand même une plus grande activité et que ça se développe de plus en plus. Je m'appelle Bruno Floquet, je suis éducateur spécialisé, je travaille au Nibasque à Anglette. Et depuis quelques années, je suis engagé sur le quartier du Séquet, puisque je participe au programme Terra Arte, qui est un programme d'habitat participatif. Donc il y a la construction de 46 logements en éco-habitat. Et l'originalité, c'est qu'on connaît nos futurs voisins et qu'on a déterminé ensemble ce qu'on souhaitait, dont plusieurs espaces partagés. Alors l'éco-quartier du Séquet, c'est assez récent. Là, vous voyez derrière vous le programme de la canopée. C'est le premier qui a été construit sur le site. Il a été conduit par le COL, le comité ouvrier du logement. Je trouve que c'est important d'en parler dans le sens où l'école, c'est une émanation des castors. Les castors, ce sont un mouvement ouvrier qui s'est créé dans les années 50 suite à la guerre. Et en fait, ils se regroupaient à plusieurs et ils construisaient des maisons et à la fin, ils attribuaient les maisons aux gens, quoi. Et à Bayonne, par exemple, il y a le quartier des castors, c'est 82 maisons. Voilà. Donc le COL a fait ce programme-là, il a conduit notre programme Terra Arte, et là, il est en train de faire un programme juste derrière. Voilà, donc il est plutôt impliqué sur le quartier, puisque effectivement, ici, l'objectif sur l'écoquartier, c'est de faire en sorte que les bâtiments soient peu énergivores, voilà, et qu'ils respectent l'environnement. C'est aussi que je souhaitais parler de la maison de quartier. En fait, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que sur l'écoquartier, là, il y a eu toute une phase de programmation où on a fait appel aux gens qui allaient habiter dans les différentes résidences et on leur a demandé ce qu'ils voulaient sur le quartier, comment ce qu'ils souhaitaient organiser les lieux, ainsi de suite. Et ça a été la même chose, un peu comme Terra Arte, notre programme a fonctionné comme ça. Ça fait 3 ans que ça a commencé, on a eu, je sais pas, des dizaines de réunions et on a déterminé ce qu'on souhaitait avoir. Pareil sur le quartier. Et au centre du quartier, il y a ce qu'on appelle la ferme Nustaounaou. Et cette ferme, en fait, a été aussi gérée de manière participative. Et ça a permis à aboutir à plusieurs espaces partagés, dont des chambres d'amis. Donc c'est top, les chambres d'amis partagées. Par exemple, on reçoit la famille 2 fois dans l'année. Et bien, au lieu de construire une chambre supplémentaire dans notre appartement, ou d'acheter un appartement très grand, on peut acheter un appartement plus petit et utiliser la chambre d'amis quand on en a besoin. Des fois, il y a également une salle de bricolage, pas une salle de bricolage, une salle de loisirs créatifs, une salle de musique, une salle de stockage des AMAP, parce qu'effectivement, qui dit écoquartier dit des gens qui sont un peu sensibles à l'environnement, et que pour l'environnement, il faut faire attention effectivement à ce qu'on mange. On va éviter d'aller acheter les produits en supermarché, parce qu'on sait d'où ils viennent, mais on va plutôt privilégier les producteurs locaux. Ici, il y a un producteur là, à 2 km, il y a un producteur bio à 5 km. On imagine aisément prendre un vélo avec une remorque et aller prendre les paniers pour tout le monde. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a, je sais plus ce que j'ai oublié, mais un café associatif. L'idée, c'est de créer une vie dans le quartier. C'est-à-dire que habituellement sur des programmes ordinaires, les gens ne se côtoient pas, ne se connaissent même pas, et c'est à peine s'ils se disent bonjour. Et nous, l'idée, c'est qu'il y ait une espèce de lien social qui soit créé, que les gens s'entraident, que les gens se parlent, et que finalement on s'aperçoive que chacun a quelque chose d'intéressant pour l'autre, c'est un échange de connaissances. L'exposition des bâtiments dans l'écoquartier, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les bâtiments ne sont pas exposés n'importe comment. La plupart des bâtiments sont exposés soit plein sud, on est sur des traversants sud-nord, comme chez nous, qui permet de collecter l'énergie solaire, voilà, et dans les chambres, vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chauffer, on les met au nord. Soit, comme c'est le cas sur tous les programmes, on est sur du ouest-est qui permet de capter l'énergie solaire du matin et celle du soir. Et c'est au niveau de la consommation, c'est plutôt ce qui est rentable pour un appartement. C'est pour ça qu'on arrive sur des bâtiments qui sont très peu énergivores.
Voilà, donc effectivement, au niveau de votre question par rapport à une chaudière centrale, finalement on va chauffer très peu. Donc on n'a pas forcément besoin non plus d'une chaudière centrale. Moi j'adore le quartier, je trouve que c'est très intéressant ce qu'on a fait au niveau de la végétation. On a su conserver les arbres, on a su conserver l'étang qu'il y avait en bas, et on a su en faire une zone urbaine campagnarde, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à la campagne alors qu'on n'est pas du tout à la campagne. Donc moi mon ressenti il est très positif. Voilà, j'ai hâte d'avoir le quartier complètement terminé, c'est-à-dire que là il n'est pas terminé, il n'y a pas encore de zone de service, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de bureau de tabac, il n'y a pas de... Voilà, et ce qui serait vraiment intéressant c'est de voir le quartier, une fois que tout ça c'est terminé, avec la ferme aussi, la maison de quartier, puisque effectivement ça va créer une nouvelle vie, une nouvelle dynamique au sein du quartier. Calendrier des activités, des informations pratiques, les différents coworkers, et puis donc les actualités, etc. On a aussi vous voyez, un baby-foot pour se détendre. Et midi, il y a ce qu'on appelle un co-pique-nique, où tous les membres et les personnes extérieures aussi sont invités à venir déjeuner ensemble, à partager en fait ce temps de déjeuner ici autour de cette table. C'est un moment assez convivial où il se passe plein d'informations, etc. Et les gens sont en général très contents de ce moment-là parce que ça permet de parler autre chose que de boulot et d'être voilà, plus détendu et tranquille. Salle de réunion. Alors Olivier est traducteur. Voilà un exemple de profession. Mais on a plein de métiers différents. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Lebosquin, moi je suis administrateur du Coworking Pays Basque. Donc, comme je vous ai tout à l'heure, le Coworking Pays Basque est une association loi 1901 qui regroupe aujourd'hui une bonne soixantaine de travailleurs indépendants, mais aussi des salariés, des gens qui portent différents projets et qui sont réunis ici donc à Biarritz dans le local que vous venez de visiter, c'est-à-dire la manière dont on prend les décisions ensemble. Car il y a une chose qui est assez particulière dans notre association, c'est qu'en gros il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui décide pour les autres. Voilà. Donc toutes les personnes que vous avez croisées tout à l'heure, tous les coworkers en fait, sont amenés également à participer aux décisions. Et donc c'est une organisation qui est un peu différente des organisations d'entreprise traditionnelles. Et nous on a à cœur de développer ce type de gouvernance. Quelle est l'histoire de votre projet ? Alors, Coworking Pays Basque, c'est une association qui a été créée en 2012. Nous, par exemple, on n'était pas à l'origine de la création du projet. Et c'est parmi les adhérents, ça a beaucoup changé. Alors, en 2012, c'est une association qui s'est créée, je crois une dizaine de personnes à peu près, qui ont créé un partenariat avec l'Antique, qui est situé sur Isarbel. Ils ont eu la chance de pouvoir avoir des locaux prêtés en échange d'une expérimentation autour du coworking. N'importe qui peut venir, que l'on soit indépendant, salarié, en télétravail, peut venir en fait travailler dans un lieu en commun avec d'autres personnes. Donc l'avantage c'est qu'on peut vraiment discuter avec plein de gens, échanger sur notre façon de travailler et donc coworking. C'est vraiment ça l'idée, c'est travailler ensemble. Voilà, c'est donc un collectif, aujourd'hui 60 personnes à peu près, qui en fait se sont réunis autour de valeurs. Et c'est d'abord ça, en fait, en termes de collectif, c'est ce partage de valeurs comme l'ouverture, le respect, la bienveillance, l'écoute de l'autre. Et c'est autour de ces valeurs que les personnes organisent en fait leur manière de travailler ensemble et de faire fonctionner ensemble ces locaux, les activités qui s'y passent. Bien sûr, comme dans toute association, il y a une assemblée générale qui se réunit une fois par an et qui vote les grandes décisions, les grands axes en fait, stratégiques de l'association. Le coworking, c'est de pouvoir notamment travailler pas loin de chez soi pour réduire les déplacements vers son lieu de travail, puisque ça devient quand même un lieu de travail pour pas mal d'adhérents. Les projets à venir, les objectifs. Alors nous, en fait, on est parti sur, comme disait Benoît tout à l'heure, finalement une démarche d'essaimage. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux ici. On est actuellement une vingtaine, puis à partir du 1er avril, on va avoir une capacité d'une quarantaine de bureaux, et de plus en plus de gens souhaitent nous rejoindre. Donc on a décidé en fait de proposer à chaque coworker qui le souhaite de rentrer dans une démarche d'essaimage, c'est-à-dire de pouvoir
construire lui aussi son propre espace de coworking au plus près de chez lui. En 2014, on a déménagé, parce que la convention avec l'Antique était terminée, et aujourd'hui, on s'apprête à agrandir, donc à encore plus que doubler la surface, et donc on estime que, enfin on espère, que ça va se remplir encore très vite. Quelles sont les attentes et objectifs de chacun? Alors je dirais qu'il y a autant d'attentes et d'objectifs qu'il y a de coworkers différents, en fait. Une grande attente peut-être des gens, ce sont des relations sociales qui fonctionnent un petit peu différemment par rapport à l'entreprise traditionnelle. D'autres personnes qui ont des objectifs peut-être un peu plus globaux, à savoir inventer de nouvelles manières de s'organiser. Le coworking, oui, c'est vraiment une pratique d'avenir. Si vous ouvrez la presse, vous allez trouver de plus en plus d'articles. Donc de mémoire, fin 2014, donc début 2015, il y avait à peu près 250 espaces de coworking en France et plus de 10 000 personnes qui travaillaient de cette manière. Et ces chiffres explosent. C'est une pratique qui est arrivée des États-Unis, ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Et ça augmente de partout. Voilà. Donc pratique d'avenir réellement. Et nous, pour ce qui est de notre association, nous pensons vraiment que c'est une pratique hyper intéressante parce qu'elle permet donc de concevoir le travail autrement, une nouvelle forme de travail et notamment une nouvelle forme de lien dans le travail. Le coworking peut-il changer la donne localement? La réponse est évidemment oui. En fait, même super localement. Et j'insisterai sur le local. Et en fait, ce qu'on rencontre ici particulièrement, c'est ce qu'on cherche à développer, c'est encore une fois la façon de donner à chacun les moyens de réaliser ses propres projets professionnels, mais aussi de vie finalement. Et en mutualisant des ressources, ici un local, une photocopieuse, des choses comme ça, en se mettant ensemble pour pouvoir avoir plus de moyens financiers, mais aussi plus de ressources, d'idées, de faire ensemble des choses, on se rend compte qu'on a vachement de pouvoir. Et du coup, on commence petit à petit, ça ne se fait pas instantanément, mais petit à petit, à avoir une culture qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir avec justement des relations de subordination ou beaucoup de choses qui sont subies. Ici, on se rend compte qu'on a des moyens et du coup, on a des idées et des capacités, des outils pour réaliser des choses. Localement, ça veut dire aussi à l'échelle de toute la société. On voit qu'il y a énormément de mouvements locaux au final, que ce soit dans l'agriculture, etc. Et le coworking y participe amplement parce qu'en fait, le fait de travailler ensemble, ça modifie sa manière de penser, sa manière de travailler, on est plus efficace et on s'intéresse beaucoup plus à l'autre et à la société, sans que ça demande un effort ou que ce soit pas difficile à comprendre. Ça vient naturellement. Moi, ça fait un mois que je suis là, quasiment, et j'ai déjà une manière de travailler beaucoup plus efficace avec mes clients. Donc, on a tout à y gagner, en fait.